Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger les exercices sur les isométries. Donc on commence tout de suite avec une application linéaire f et il faut démontrer que en fait c'est une isométrie. Voilà. Alors la définition d'une isométrie, en fait il y en a deux, il y a deux définitions qui sont totalement équivalentes. La première, et c'est en fait celle qu'on va utiliser, qui nous dit que f de x scalaire f de y c'est égal à x scalaire y. Et ça c'est vrai pour tout x, y. Donc ça c'est la première définition d'une isométrie. Et une autre équivalente, c'est cette fois, non pas en utilisant le produit scalaire, mais en utilisant la norme. C'est pour tout x appartenant à E, la norme de f de x est égale à la norme de x. Donc nous on va utiliser celle-ci. Je vais exploiter cette égalité et essayer de trouver une condition sur lambda pour que cette égalité soit vérifiée. Alors, on y va. Ce qu'on dit, c'est que on va raisonner par équivalence. Alors, f est une isométrie de E si et seulement si pour tout x, y appartenant à E. Donc là, je fais que répéter ce que j'ai écrit juste avant. F de x scalaire f de y est égal à x scalaire y. Maintenant, on va calculer ce terme-là. On va essayer de voir à quoi il est égal. Alors, on a f de x scalaire f de y, c'est égal. Alors, qu'est-ce que c'est f de x? Je reprends l'expression qui est ici. Donc, c'est x plus lambda x scalaire v, scalaire y plus lambda y scalaire v. Alors en fait, ce qui est crucial dans tout ce que je fais, c'est de savoir avec quoi on travaille, quels sont les objets, quels sont les vecteurs, quels sont les scalaires. C'est pour ça que je pense que je vais modifier un petit peu mes documents et rajouter des vecteurs, des petites flèches tout au-dessus. Quand je parle de vecteurs, je pense que je vais rajouter des flèches pour bien montrer que c'est un vecteur. Alors ici, regardez bien. Ça, c'est un nombre réel. Parce que lambda, c'est un nombre réel. Et lorsque vous faites un produit scalaire entre deux vecteurs, vous obtenez un nombre réel. Donc, c'est simplement le produit de nombres réels, donc c'est un nombre réel. Ça, c'est un élément de E. X, c'est un élément de E. Et puis, le même raisonnement à droite. Ici, vous avez un nombre réel. Ici, vous avez un vecteur. Je vais même les mettre je vais faire ça avec des couleurs différentes. C'est très important ce que je fais, sinon on se perd. C'est important parce que quand vous écrivez la linéarité du produit scalaire par rapport à la première variable, par exemple, je vous écris la propriété du cours. La propriété du cours, c'est lambda x plus y scalaire z. Donc là, je suis en train d'écrire la linéarité par rapport à la première variable du produit scalaire. Donc ça fait lambda x scalaire z plus y scalaire z. Ça, c'est ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la première variable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le lambda, qui est un nombre réel, je l'ai sorti. Et j'ai utilisé la linéarité par rapport à la première variable. La deuxième variable, ici z, je n'y ai pas touché. Et vous avez exactement le même résultat si vous regardez par exemple x scalaire
lambda y plus z. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire lambda x scalaire z plus y scalaire z. Le lambda, c'est un nombre réel, je le sors et j'utilise la linéarité. D'accord? Alors, dites-vous que ce que je viens d'écrire, on fait exactement la même chose, sauf que la constante lambda, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, à partir du moment où c'est un nombre réel. Donc, vous voyez ici, là et là, j'ai deux nombres réels. Je vais d'abord utiliser la linéarité par rapport à la première variable pour pouvoir sortir lui, et ensuite j'utiliserai la linéarité par rapport à la deuxième variable pour sortir l'autre. Voilà. Donc on va faire ça en deux étapes, je vais prendre mon temps, c'est important de bien comprendre ça. Donc là, linéarité par rapport à la première variable. Alors, les vecteurs, vous les laissez à l'intérieur du produit scalaire et les nombres réels, vous les sortez. Donc, ici, ceci est un nombre réel, je le sors. Il va me rester x scalaire, excusez-moi, c'est pas ça du tout, c'est x scalaire y plus v plus lambda x scalaire v, ça c'est la constante. Que j'ai sorti. Multiplié par, et là vous avez v scalaire y plus lambda y scalaire v, v. J'ai utilisé la linéarité par rapport à la première variable, ce qui veut dire que la deuxième variable, ici la deuxième variable c'est celle-ci, vous voyez, elle n'a pas bougé en fait. Hein. D'ailleurs, voilà, elle est ici. La deuxième variable, elle n'a pas bougé. C'est la première variable où j'ai utilisé la linéarité. Maintenant, je vais utiliser la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc les morceaux en violet, je vais les décomposer en deux morceaux en utilisant simplement la linéarité. Et le fait que, étant donné que sur ce morceau-là, il faut bien comprendre que ça, c'est un nombre réel, c'est lui qui va sortir. Et lui, lui et lui, ce sont des vecteurs. Donc ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas, ils restent à l'intérieur du produit scalaire. Donc, cette fois, c'est la linéarité par rapport à la deuxième variable qui va me permettre de dire que c'est x scalaire y plus cette fois c'est cette constante là que je sors plus lambda y scalaire v x scalaire v plus lambda x scalaire v fois, alors là je vais avoir lambda carré, donc après ensuite c'est lui que je sors, donc ça va faire x scalaire v, y scalaire v, alors il manque un v scalaire y, excusez-moi, v scalaire y plus lambda carré x
scalaire V, Y scalaire V, V scalaire V. Et je vous fais remarquer qu'ici, V scalaire V, ça fait par définition la norme de V au carré, mais on a supposé que V était un vecteur unitaire, c'est-à-dire il est de norme 1. Donc ça fait 1 au carré, donc ça fait 1. Donc vous avez ça. Alors, ici, vous avez X scalaire Y, et vous avez tout un autre morceau, et cet autre morceau, j'aimerais bien que ça soit nul. Parce que si c'est nul, alors le produit scalaire que je calcule fait simplement X scalaire Y. Et j'aurais bien démontré que c'est une isométrie. Donc moi, je veux trouver la valeur de cette constante lambda telle que le morceau de droite que j'ai entouré est égal à 0. Alors, je l'écris. Ainsi, f est une isométrie de E, si et seulement si, pour tout x, y appartenant à E, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je veux que ça soit, que f de x scalaire f de y soit égal simplement à x scalaire y. Donc pour que ça soit vrai, il faut que le membre de droite, ici, là, soit nul. Alors je l'écris. Pour tout x, y appartenant à E, je dois avoir... je vais plutôt l'écrire ici. Je dois avoir lambda. Alors je vais rassembler les deux. Hein. Vous voyez, lui et lui, c'est en fait les mêmes. Alors vous allez me dire, oui, mais là j'ai v scalaire y et là j'ai y scalaire v. Et bien c'est la même chose parce que le produit scalaire est symétrique. Donc les deux morceaux envers, je les rassemble, ça fait 2 lambda. Alors je l'écris 2 lambda x scalaire v y scalaire v plus l'autre terme voilà, est égal à, si seulement si, cette quantité est nulle, ce qui est encore équivalent à dire que pour tout x, y appartenant à E, il y a clairement un facteur commun qui est lambda x scalaire v, y scalaire v, ça c'est le facteur commun qui apparaît partout, et donc je peux le mettre en facteur, et ça fait 2 plus lambda. Donc je veux que cette égalité soit vraie pour tout x, y appartenant à E. Alors ce que je vais faire, je vais prendre des valeurs particulières pour x, y, et je vais bien finir par trouver les valeurs de lambda. Alors là, si vous faites ça, vous perdez l'équivalence. Donc si on veut faire les choses bien, il faudrait raisonner par analyse synthèse. Et l'analyse consisterait à trouver les valeurs de lambda qui marchent, et la synthèse consisterait à vérifier qu'effectivement, si je prends lambda égale les valeurs que j'ai trouvées avant, l'application f est bien une isométrie. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez, étant donné que c'est vrai pour tout x, y, vous pouvez prendre x, y égal à v par exemple. Et pour quelle raison on ferait ça? Eh bien parce que ici, là vous obtiendrez norme de v au carré, là aussi. Et ces deux quantités valent 1, parce que v est unitaire. Donc ça vous permettrait de supprimer ces termes-là. Alors, écrivons-le. Pourquoi ça siffle dehors? Alors, x égale y égale v. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me faire lambda fois 2 plus lambda égale à 0, c'est-à-dire lambda égale à 0 ou lambda égale moins 2. Voilà. Donc on a trouvé les valeurs de lambda qui marchent. Et réciproquement, on vérifie sans trop de peine que
les applications. Alors il y en a deux, il y a l'application qui a x associe x, donc là je prends la valeur pour lambda égale 0. Donc ça c'est pour lambda égale 0. Et l'application qui a x associe x moins 2 x scalaire VV, et bien on vérifie que ces deux applications sont effectivement des isométries. Ainsi, alors je vais en profiter pour utiliser la notation qu'on a vue dans le cours. F appartient à O de E, ça veut dire F est une isométrie de E, si et seulement si lambda vaut soit 0, soit moins 2. Voilà. Alors maintenant, démontrer que la matrice grand M est orthogonale. Vous avez deux points de vue. Premier point de vue, transposé de M fois M est égal à l'identité. Deuxième point de vue, les colonnes de M forment une base orthonormale de R3, que je simplifie en BON. Alors, je suggère le deuxième point de vue, puisque, alors ça dépend le type d'exercice. Ici, vous pouvez vraiment démontrer facilement que les colonnes de M forment une base orthonormale. Mais il y a des exercices peut-être plus théoriques où on vous fera calculer transposé de M fois M, d'accord ? Mais ici, je privilégie ce point de vue, puisque qu'est-ce que ça veut dire que les colonnes de M forment une base orthonormale? Alors les colonnes de M, les voici, ça c'est C1, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Vous devez démontrer que les produits scalaires sont, si je prends deux vecteurs quelconques différents, le produit scalaire est nul, donc ça vous fait trois calculs. Ça vous fait C1 scalaire C2, C1 scalaire C3, C2 scalaire C3. Vous devez montrer qu'à chaque fois ça fait 0, donc ça vous fait trois calculs. Quoi d'autre? Vous devez montrer qu'à chaque fois, chacun des vecteurs est de norme 1. Norme de C1 est égale à 1, norme de C2 est égale à 1, norme de C3 est égale à 1, donc ça vous fait encore 3 calculs. Vous avez au total 6 calculs pour la méthode numéro 2. Enfin pour le point de vue numéro 2, si vous regardez la transposée de M fois M, bah vous avez 9 coefficients à calculer. D'accord? Là, ce calcul, c'est un produit de matrice. Je travaille avec des matrices de taille 3,3, donc vous avez 9 coefficients à calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, bon, bah, on va prendre plutôt le point de vue numéro 2, il y a moins de calculs. Alors, pour la rédaction, c'est très simple. Notons C1 égale 3 cinquièmes, 0, 4 cinquièmes, C2 égale 0, 1, 0, et C3 égale moins 4 cinquièmes, 0, 3 cinquièmes. Les colonnes de M. Alors, calculons C1 scalaire C3. C1 scalaire C2. C'est évidemment première coordonnée multipliée par première coordonnée, plus deuxième coordonnée multipliée par deuxième coordonnée, plus troisième coordonnée multipliée par troisième coordonnée. Donc, vous détaillez une fois le calcul. Donc là, je rédige comme si j'étais sur une copie de concours. Hein. Vous détaillez une fois le calcul. 0 fois 1. Hop. Et une fois que le calcul est bien détaillé, que vous avez bien dit avec quelle colonne vous travaillez, vous pouvez dire de même C2 scalaire C3 est égal à 0 et aussi C1 scalaire C3. Donc là, vous venez de démontrer que la famille C1, C2, C3 forme une base orthogonale, c'est-à-dire que tous les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Je supprime mes petites couleurs. Maintenant, il faut démontrer que c'est de norme 1. Alors, c'est la même rédaction. Vous le faites pour un seul. La norme de C1, qu'est-ce que c'est? C'est
par définition, c'est la racine carrée de le premier terme au carré, plus le deuxième, plus le troisième au carré, etc. Donc 3 cinquièmes au carré, plus 0 au carré, plus 4 cinquièmes au carré. C'est-à-dire 9 sur 25, plus 16 sur 25, c'est-à-dire eh bien 25 sur 25, ce qui fait 1, donc racine de 1. Donc 1, le vecteur C1 est donc de norme 1, et vous pourriez faire la même chose pour les autres, mais pour aller plus vite sur une copie de concours, si vous l'avez très bien rédigé, vous dites de même. Norme de C2 égale norme de C3 est égale à 1. Ainsi, la famille C1, C2, C3, eh bien c'est une base orthonormée de R3, et donc M est une matrice orthogonale. Alors maintenant, il faut démontrer que l'endomorphisme canoniquement associé à une matrice est une rotation. Il faut trouver ses éléments caractéristiques. Déjà, petit rappel, très important parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous ne le savez pas, donc on va le rappeler. Si vous prenez une matrice carrée, à coefficient réel, ça peut être complexe, mais peu importe, je me place avec des coefficients réels. Alors, l'endomorphisme, ce qu'on appelle l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice M, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un endomorphisme. Donc, c'est avant tout une application qui va d'un espace de départ dans un espace d'arrivée. L'espace de départ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la lettre qu'il y a ici avec la puissance, la lettre qu'il y a ici, le chiffre qu'il y a ici. Ok, R puissance n. Et vu que c'est un endomorphisme, ça va aussi dans R puissance n. Alors, maintenant, je le fais sans couleur. Regardez le vert, R puissance n. R puissance n. Et ça prend un vecteur, grand X, et ça lui associe le produit de A fois X. Ici, vous avez une matrice carrée de taille n, et ici, vous avez un vecteur colonne. D'accord? Vous avez bien le droit de multiplier les deux. Alors là, je suis simplement en train de justifier le fait que ce que j'écris a un sens. Vecteur colonne de taille n. Voilà. Donc ce qu'il y a en violet, c'est pour vous dire, bah, vous avez bien le droit de multiplier les deux. Ça, vous le faites tout le temps. Hein. Si vous avez par exemple... Voilà, si vous avez par exemple ça, eh bien, ici, vous avez une matrice grand A. Alors là, j'ai pris une matrice A carrée de taille 2. Et ici, vous avez un vecteur colonne de taille 2. Et vous savez très bien le multiplier. Vous savez ce que ça fait cette ligne-là, fois cette ligne-là, etc. De toute façon, on va le faire. Donc, c'est quelque chose que vous allez rencontrer très souvent. L'endomorphisme canoniquement associé, c'est simplement un endomorphisme particulier qui évidemment dépend de la matrice que l'on considère. Alors, la méthode... Alors déjà, il a à noter que là, je vous demande de démontrer que f est une rotation, mais ça arrive souvent.
qu'on vous demande la nature, c'est-à-dire est-ce que c'est une rotation, est-ce que c'est une réflexion, est-ce que c'est autre chose. Et là, là, vous ne savez pas qu'il faut montrer que c'est une rotation, vous ne le savez pas forcément. Donc on va faire comme si l'énoncé nous demandait de déterminer la nature de f. Pour cela, alors déjà, le plus simple, c'est de démontrer que la matrice est orthonormale. Alors, la matrice A qu'on nous donne, en fait, c'est une matrice qui est orthonormale. En effet, si C1, C2, C3 désigne les colonnes de A, alors C1 scalaire C2, qu'est-ce que ça ferait? Alors 0, 1, 0, 0. Alors 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eh bien ça fait 0 fois 0, plus 1 fois 0, plus 0 fois 1. Donc ça fait 0. De même, C1 scalaire C3, ça fait 0. Et C2 scalaire C3, ça fait 0 aussi. De plus, la norme de C1, c'est racine carrée de 0 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré. Ce qui fait 1. Et de même, la norme de C2 est égale à la norme de C3 est égale à 1. Donc la famille C1, C2, C3 forme bien une base orthonormée de R3, et c'est la raison pour laquelle A est bien une matrice orthogonale. Maintenant, en plus, non seulement c'est une matrice orthogonale, mais son déterminant, alors son déterminant, où est-ce qu'elle est, on peut faire un développement suivant la première ligne. Je le fais vraiment très rapidement, hein. Développement suivant la première ligne. Donc il y a ce coefficient qui fait 1, donc ça ferait 1 fois le déterminant qui est celui-ci. Bah, vous voyez, ça fait 1. Okay, donc d'après un résultat du cours, j'ai une matrice orthogonale, son déterminant c'est 1. Donc dans ce cas-là, f est une rotation de R3. Après, on a aussi vu quelque chose, mais bon, ça revient au même, hein, qui nous dit qu'en fait, alors il y a un espace vectoriel avec lequel il faut s'intéresser. C'est le suivant. Posons grand F égale ker de F moins identité. En fait, cet espace-là, c'est un espace où il y a des vecteurs à l'intérieur, et c'est les vecteurs qui ne bougent pas lorsqu'on applique l'application F. Il se trouve que, en fait, on avait vu une méthode dans le cours qui consiste à dire si grand F est de dimension 1, alors petit f est une rotation, si grand F est de dimension 2, c'est une réflexion, etc. Et là, on va se rendre compte que grand F est effectivement de dimension 1, donc c'est une rotation. Donc vous avez deux façons de démontrer que c'est une rotation, soit par ce que je viens d'écrire avant, c'est-à-dire que la matrice est orthogonale et de déterminant 1, soit vous, mais j'aurais peut-être dû faire ça en y réfléchissant, soit on va regarder l'espace des invariants, grand F, et on va démontrer qu'il est de dimension 1. De toute façon, il va falloir trouver une base de grand F. Hein. Alors, ce qu'on va dire, c'est que, alors, un vecteur grand X de coordonnées x, y, z appartient à F, si et seulement si, si et seulement si, f de grand X égale grand X, si et seulement si. Qu'est-ce que ça fait f de grand X? Bah, vu que petit f, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à grand A, bah, f de grand X, ça fait AX. Ok, donc là, ça fait AX. AX égale X. Alors, A fois X, ça fait Z égale X égale
et y égale z. Alors, z égale x, x égale y. Et y égale z, c'est ça, c'est ce qu'on avait trouvé. Voilà, donc bon, bah, en fait, grand X, qu'est-ce que c'est? C'est petit x multiplié par 1, 1, 1, d'accord? Ceci nous permet de dire que grand F est engendré par le vecteur 1, 1, 1. Donc, grand F est de dimension 1, et vous auriez pu dire, par cette raison, le fait que grand F soit de dimension 1, vous auriez pu dire, bah voilà, c'est donc une rotation, petit f. Mais peu importe. Il se trouve que, vu que petit f est une rotation, grand F, c'est la droite autour de laquelle petit f tourne. Donc, c'est votre axe. Grand F, c'est votre axe, ok? Là, vous avez f orthogonal. Ici, vous avez le vecteur nul. Donc, un axe, c'est une droite. Hein. Grand F, c'est une droite. C'est une droite qui est... Alors là, on a trouvé un vecteur directeur. On a trouvé un vecteur directeur qui est 1, 1, 1. Le problème, c'est que nous, on veut travailler avec des vecteurs qui soient unitaires. Puisque, alors, on a trouvé la droite autour de laquelle l'application f tournait, mais c'est pas suffisant. On veut non seulement un vecteur qui dirige cette droite, mais on veut aussi trouver l'angle de rotation. Pour trouver l'angle de rotation, on va avoir besoin d'utiliser un résultat qui utilise des vecteurs qui soient de norme 1, voilà. Et le problème, c'est que le vecteur u n'est pas de norme 1. Ce vecteur-là n'est pas de norme 1. Donc, ce qu'on va faire, quand on a un vecteur qui n'est pas de norme 1, on le divise par sa norme. Alors ça, c'est un fait général, peut-être je vais en parler juste 30 secondes, mais si vous avez... Là, on a un vecteur, et bien lui, il n'est pas de norme 1. Pourquoi? Parce que sa norme, qu'est-ce que c'est que sa norme? C'est racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de 3. Et évidemment, c'est différent de 1. Donc, étant donné que ce n'est pas de norme 1, en général, ce qu'on considère, c'est un autre vecteur qui est le même, mais on va le diviser par sa norme. Et là, on sera sûr que lui, norme de U0, si je calcule sa norme à lui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait la norme de U sur norme de U. Je peux l'écrire d'une façon un peu différente, sous la forme 1 sur norme de U fois U. Alors souvenez-vous, ça c'est un nombre réel, parce que c'est un nombre, 1, divisé par la norme d'un vecteur. Et la norme d'un vecteur, c'est bien un nombre. Ici, lui, c'est un vecteur. Et qu'est-ce qu'on fait avec les nombres réels? Eh bien, on les sort des normes. On les sort des normes, mais il faut bien faire attention de les sortir avec des valeurs absolues lorsque vous le sortez. Mais pas de souci, de toute façon, c'est un nombre positif, donc pas de problème de valeur absolue. Et donc, ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire 1 sur norme de U fois norme de U. Et là, ça se simplifie, et donc ça fait 1. Donc là, je viens de prouver que diviser un vecteur par sa norme faisait que ce nouveau vecteur était bien de norme 1. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Sauf que je ne vais pas lui donner un autre nom, on va directement le normaliser. Ce qu'on va faire, c'est on va dire voilà, avec donc f égale vecteur de u, avec u est égal à 1 sur racine de 3, 1, 1, 1. Je l'encadre parce qu'il est important, ce vecteur, c'est le vecteur qui va diriger ma droite. La droite autour de laquelle je tourne. Voilà, là il y a U. Alors, une fois qu'on a ça, la deuxième étape, c'est trouver un vecteur qui est perpendiculaire à U.
Donc vous devez trouver un vecteur qui est perpendiculaire à lui. Alors ne vous préoccupez pas trop de la constante 1 sur racine de 3, on s'en fiche. Vous devez trouver un vecteur qui est perpendiculaire à lui. C'est-à-dire, alors ça c'est assez facile parce que démontrer que deux vecteurs sont perpendiculaires, c'est démontrer que le produit scalaire vaut 0. Alors là, vous avez plein de choix possibles. Moi, je vais prendre le vecteur... Alors, on va d'abord trouver un vecteur qui est perpendiculaire et ensuite on le normalisera. Là, par exemple, vous voyez, si vous prenez le premier est le plus simple, 1 moins 1, 0, eh bien, le produit scalaire entre ces deux vecteurs, entre 1, 1, 1 et 1 moins 1, 0, bah, ça va faire 0. Mais il faut faire attention, ce vecteur V n'est pas de norme 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le divise par sa norme. Ça fait 1 sur racine de 2. Voilà, donc ça, c'est le vecteur avec lequel je vais travailler. C'est un vecteur qui est perpendiculaire à U et qui est de norme 1. C'est comme ça qu'on le trouve. On s'occupe d'abord du caractère orthogonal et ensuite on divise par sa norme. Donc là, je vais poser V est égal à 1 sur racine de 2. Oui, c'était ça, fois 1, 1, 1. Alors, premièrement, U et V sont perpendiculaires parce que si je calcule le produit scalaire, ça va faire quoi? Ça va faire 1 sur racine de 3, 1, 1, 1. 1 sur racine de 2, 1, 1. Excusez-moi, c'est pas 1, 1, 1. Je ne sais pas pourquoi j'écris ça. C'est moins 1, 0. Je calcule le produit scalaire. Alors, ne vous embêtez pas avec ça. Ça, c'est des nombres réels. Il faut les sortir. Hop, on les sort. Si on travaille avec des normes, il fallait les sortir en valeur absolue. Mais là, on travaille avec des produits scalaires, donc on les sort sans valeur absolue. Vous les sortez, donc ça fait 1 sur racine de 3 fois 1 sur racine de 2. Ce qu'on ne veut pas, c'est que vous commenciez à rentrer le 1 sur racine de 3 à l'intérieur et que ça fasse des vecteurs compliqués, ça fasse 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, et que vous rentrez le 1 sur racine de 2 à l'intérieur et que vous calculiez vous fassiez un long calcul tout simplement pour obtenir 0. Non, vous vous embêtez pas avec les 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 2, vous les mettez bien devant, parce qu'on s'en fout. De toute façon, là, ce qu'on va calculer, ça va faire 0. Donc, tout ça fait 0. Si vous regardez, ça fait 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus 1 fois 0. Donc, ça fait 0. Et deuxièmement, la norme de V, bah, on l'a choisi pour ça en fait. Et évidemment qu'il est de norme 1, on l'a choisi pour ça. La norme de ça, le racine de 2, je peux le sortir. Voilà, c'était juste pour justifier que le vecteur V était bien orthogonal et de norme 1, orthogonal à U. En fait, ce que je veux faire, c'est construire une base orthonormale. C'est tout ce que je suis en train de... C'est pour ça que je fais tout ça. Je veux construire une base orthonormale de R3 où le premier vecteur sera le U, celui qui dirige la droite, et les autres, eh bien, ils seront... en fait, les autres vecteurs, ils seront perpendiculaires 2 à 2 et de norme 1. Donc c'est toujours la façon de faire. Et là, il m'en reste un troisième à trouver. Alors là, c'est un fait général. Si vous avez un vecteur... Si vous avez un vecteur U et un vecteur V qui sont perpendiculaires et tous les deux de norme 1, et là vous vous dites, j'aimerais bien en trouver un autre qui soit perpendiculaire à ces deux-là et qui soit aussi de norme 1, et bien l'autre que vous cherchez, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle U vectoriel V, et vous avez de la chance parce que alors ça se démontre, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu de calcul, mais U vectoriel V, non seulement il est perpendiculaire aux deux, mais en plus il est encore de norme 1, à condition que les deux de départ soient de norme 1. Donc c'est pour ça que en pratique, une fois qu'on en a deux qui vont bien, qui sont orthogonales et de norme 1, et bien le troisième, et bien ça sera le produit vectoriel. On va poser V
égale U vectoriel V. Alors là, je fais exprès, je ne vais pas le détailler, je mets le résultat directement. Il faut savoir comment calculer des produits vectoriels, hein, c'est indispensable. Donc là, en l'occurrence, vous allez trouver 1 sur racine de 6 fois 1 moins 2. Et dans ce cas-là, on sait que UVW est une base orthonormale de R3. Mais tout ce que je faisais, c'était pour déterminer l'angle de rotation. Il y a un résultat du cours qui me permet de faire ça, mais il faut que j'ai une base orthonormale. Alors, il faut que j'ai une base orthonormale. Le résultat du cours me dit que l'angle, je le trouve grâce à son cosinus et à son sinus. Alors, son cosinus, c'est trace de A moins 1 sur 2. Et son sinus, c'est produit scalaire de FV et de W. Ces deux choses-là que je viens d'écrire, c'est simplement du cours. Il faut juste s'assurer que VW soit unitaire de norme 1 et voilà, qu'on ait bien une base orthonormée, comme ce qu'on vient de faire. On a donc... Alors la trace de A, je vous laisse le calculer, hein, ça fait simplement 0. C'est la somme des coefficients diagonaux. Et peut-être avec... C'est surtout ce f de v en fait qu'il faut calculer. Alors f de v, qu'est-ce que c'est? F, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à grand A. Donc ça fait A fois V. La matrice A, c'était 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et le vecteur V, c'était 1 sur racine de 2, 1, moins 1, 0. Le 1 sur racine de 2, c'est une constante, je vais le mettre tout devant, parce que lui, je n'ai pas envie de le faire intervenir dans les calculs, ça servirait à rien. 1 sur racine de 2 multiplié par... Et là maintenant, je vais faire vraiment le calcul de ça fois ça. Ok, ce que j'entoure en rouge. Excusez-moi, il faut que je le mette en colonne, hein, c'est mieux. Excusez-moi. 1, moins 1, 0. Voilà. Donc là, je fais le produit entre la matrice de gauche et le vecteur colonne de droite. Alors, je vais obtenir 0, 1, moins 1. Voilà, ça c'est f de v. Et donc, si je calcule f de v scalaire w, je vais obtenir... Alors, les constantes, on a dit, je les sortais. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 6. Le racine de 6, c'est avec le W. Hein. Et là, j'ai produit scalaire de 0, 1, moins 1 avec... on a dit que W, c'était 1 sur racine de 6 fois 1, 1, 2. Ça, 1, 1, 2. Enfin, moins 2. Donc, voilà. Alors, racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Donc, ça fait 1 sur 2 racine de 3. Et là, je vais obtenir 3. Voilà. 3 sur 2 racine de 3. Si je multiplie par racine de 3 en haut et en bas, ça fait racine de 3 sur 2. Mais alors, du coup, là, c'est très bien pour nous, parce que maintenant, on va pouvoir déterminer l'angle facilement. On a donc... On avait dit que le cos, c'était trace de la matrice moins 1 sur 2. Donc, moins 1 demi. Et le sinus, on vient de démontrer que ça fait racine de 3 sur 2. Et bah là, vous n'avez pas trop le choix. Hein. De toute façon, les conditions que vous aurez, vous n'aurez jamais le choix. Il n'y aura pas plusieurs angles possibles. Là, le cosinus doit être égal à moins 1,5. Donc a priori, bah, vous avez deux angles possibles, mais
Donc ça, c'est pour cette première contrainte. Mais l'autre contrainte vous dit que le sinus, en plus, il doit être égal à racine de 3 sur 2. Donc là, vous avez 1/2, et là, vous avez racine de 3 sur 2. Ces deux contraintes vous disent que, bon, cet angle, l'angle, il n'y en a qu'un, c'est là, celui-là. C'est cet angle θ, et il faut savoir que ça, c'est 2π sur 3, en fait. Hein. Alors, peut-être que je vais laisser les couleurs, je vais peut-être les laisser. Et alors, θ égale 2π sur 3. Donc là, il faut faire une belle phrase de conclusion. Finalement, F est la rotation. Je ne dis pas une rotation, je dis la rotation parce qu'il n'y en a qu'une. Il y a une seule rotation qui est d'axe orienté et dirigé par le vecteur le vecteur 1, 1. Là, on n'a plus besoin de le normaliser. On prend le vecteur le plus simple possible. Hein. C'est juste que dans tout ce que j'ai fait avant, j'avais besoin de le normaliser pour utiliser les résultats pour trouver l'angle. Mais là, voilà, on prend le vecteur le plus simple possible, hein, le vecteur 1, 1, et d'angle θ égale 2π sur 3. Alors ensuite, c'est un petit peu l'opération inverse, c'est-à-dire que on a une rotation d'axe, une rotation dirigée par ce vecteur et d'angle π sur 3. Et à partir de ça, je veux construire, je veux déterminer la matrice dans la base canonique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà... il faut déjà construire une base orthonormée. Une base orthonormée dans laquelle la matrice, il faut construire une base B dans laquelle la matrice de F dans cette base soit de la forme 1, 0, 0, 0, cos θ, sin θ, moins sin θ, cos θ. Alors, pour quelle raison? Alors, imaginons que j'arrive à faire ça. Cette matrice grand M, cette matrice, je l'appelle grand M. Imaginons que j'arrive à trouver la fameuse base B dans laquelle la matrice est de cette forme. Eh bien, comment trouver la matrice cette fois dans la base canonique? Je vais l'appeler peut-être... je vais l'appeler B' plutôt. Il suffit simplement d'utiliser les formules de changement de base. Puisque la matrice que je cherche, donc la matrice de F dans la base canonique, je l'appelle B. Ça, c'est la base canonique de R3. Eh bien, à quoi elle est égale? Eh bien, elle est égale à P fois M fois P-1. Ça, c'est les formules de changement de base qui vous disent ça. Avec P, qu'est-ce que c'est? C'est la matrice de passage. La matrice de passage de la base canonique à la base B'. Donc en fin de compte, c'est relativement simple, mais il faut trouver la base B'. Et alors la base B', on la trouve relativement facilement. C'est une base constituée de 3 vecteurs, vu que c'est une base de R3. Le premier vecteur, c'est U, mais presque U. En fait, U n'est pas de norme 1, il va falloir le diviser par sa norme. Donc le premier vecteur, ça sera le vecteur U divisé par sa norme. Le deuxième vecteur, ça sera un vecteur qui lui est normal et aussi de norme 1. Et le troisième, on va prendre le produit vectoriel. Donc vous voyez, là, on a construit très facilement les 3 vecteurs. Et puis après, pour revenir à la matrice de départ, la matrice de la base canonique,
pour revenir à la matrice de f dans la base canonique, c'est simplement les formules de changement de base. Alors, posons... comment on va écrire ça? Posons E1 est égal à U. U sur norme de U, c'est-à-dire 1 sur racine de 3, 1, 1, 1. Voici le premier vecteur de la base que je construis. Le deuxième, je vais prendre un vecteur qui est perpendiculaire au précédent et de norme rang. Donc, je m'occupe d'abord du caractère orthogonal. Alors, un vecteur qui est orthogonal à celui que je viens d'entourer, c'est par exemple le vecteur 1, moins 1, 0. Donc, on pourrait dire, je prends E2 est égal à ça. Le problème, c'est que E2 n'est pas de norme 1. Donc, il suffit simplement de le diviser par sa norme. Et c'est réglé. Alors, je l'écris. Alors, deux choses. C'est égal à 0 et en plus, norme de 2 est égal à 1. Donc ça, c'est mon deuxième vecteur. Et E3, si vous cherchez un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres et qui est en plus de norme 1, eh bien vous choisissez toujours le produit vectoriel qui nous fera 1 sur racine de 6, 1, 1, moins 2. Là, j'écris peut-être... J'encadre vraiment tout en rouge parce que c'est... Voilà, une fois qu'on a la base, après c'est terminé. Hein. Alors, plusieurs choses. Hein. E1 scalaire E3, ça fait 0. E1 scalaire E2... E2 scalaire E3, ça fait 0. Et il est de norme 1. Ça vous l'admettez. Quand vous avez un produit vectoriel de deux vecteurs perpendiculaires et unitaires, alors le vecteur que vous obtenez est encore unitaire et perpendiculaire aux deux autres. Retenez toujours ce dessin. E1 est ici, E2 est ici. Ils sont perpendiculaires. Et là, il y en a un troisième qui est E3. Et E3, c'est le produit vectoriel des deux. Alors, maintenant, là, j'ai quasiment tout fait. Ce que je dis, c'est que, alors, B' est égal à E1, E2, E3. C'est une base orthonormée de R3. Et, d'après le cours, la matrice d'une rotation dans une base orthonormée, ça c'est le cours qui nous dit ça, c'est de la forme 1, 0, 0, 0 cos θ, mais ici l'angle c'est pi sur 3, donc ça fait cos pi sur 3, sin pi sur 3, 0. Voilà, ça c'est le cours qui nous dit ça. Maintenant, si vous calculez, voilà, cos pi sur 3, sin pi sur 3, ça vous pouvez le calculer facilement. Ça va nous faire 0, 1 demi, racine de 3 sur 2, 0, moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Alors là, vous avez une matrice. C'est pas la matrice qu'on vous demande, puisque c'est la matrice de f dans une base orthonormée. Mais vous avez quand même une matrice. Comment faire pour avoir la matrice qu'on nous demande, à savoir la matrice de f dans la base canonique? Eh bien, il suffit d'utiliser les formules de changement de base. Alors, ce qu'on dit, c'est que
la matrice P de passage de la base canonique B vers la base B' est... Alors, je l'écris et après je vous dis pourquoi. 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3, 1 sur racine de 3. Je sais qu'il y a pas mal de soucis avec ça, alors je vais le détailler. Pour l'instant, je finis d'écrire ça. Alors, comment faire pour trouver une matrice de passage d'une base à une autre? La base de départ, c'est la base canonique. La base d'arrivée, c'est B'. Pour déterminer la matrice de passage de B vers B', vous devez exprimer chacun des vecteurs de B' en fonction des vecteurs de B. Alors, comment on va faire ça? Alors, en effet, B', qu'est-ce que c'est? C'est une base constituée des vecteurs E1, E2, E3. Je dois exprimer le vecteur E1 comme une combinaison linéaire des vecteurs de B. Je vous rappelle que la base canonique, hein, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc votre but, c'est d'exprimer E1 en fonction de ces vecteurs-là, E2 en fonction de ces vecteurs-là, etc. Alors, je vais le faire. E1, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit que c'était 1 sur racine de 3 fois 1, 1, 1. Donc c'est bien égal à 1 sur racine de 3 fois 1, 0, 0 plus 1 sur racine de 3 fois 0, 1, 0 plus 1 sur racine de 3 fois 0, 0, 1. Faisons pareil avec E2. E2, c'était 1 sur racine de 2, 1 moins 1, 0. Je peux écrire ça sous la forme 1 sur racine de 2 fois 1, 0, 0 plus moins 1 fois... Alors, il va manquer un petit racine de 2 là, quand même. 0, 1, 0 plus 0 fois 0, 0, 1. On fait pareil avec E2, avec E3, pardon. Alors E3, c'était quoi? C'était 1 sur racine de 6, 1, 1, moins 2. Je peux l'écrire sous la forme 1 sur racine de 6 fois 1, 0, 0 plus 1 sur racine de 6 fois 0, 1, 0 moins 1 sur racine de 6, alors je mets des petites parenthèses, tac, fois 0, 0, 1. Et tous les coefficients de couleurs qui apparaissent, donc vert, orange, rouge, c'est ce qui va constituer vos colonnes. Donc la première colonne, c'est les éléments verts, la deuxième colonne, c'est les éléments orange, et l'autre, c'est les éléments rouges. Alors, on va appliquer ça, ça serait peut-être pas mal. Après, j'ai fait orange. Voilà. Voici votre matrice de passage, et puis une fois qu'on a la matrice de passage, ben, on peut passer de cette matrice-là, la matrice de F dans B',
on peut passer jusqu'à la matrice de F dans B. Et comment on fait? Eh bien, on utilise les matrices de changement de base, qui consistent à dire, en gros, vous multipliez par P à gauche et par P-1 à droite. Alors, soit dit en passant, on pourrait vous demander, est-ce que cette matrice P est inversible? Alors, la matrice P, c'est une matrice de passage. Donc déjà, elle est inversible, déjà. Mais on pourrait aussi, vous pouvez aussi voir la chose d'une manière différente. C'est la matrice de passage d'une base, de la base canonique. La base canonique, c'est une base orthonormée, vers la base B'. La base B', c'est une base orthonormée. Et la matrice de passage entre deux bases orthonormées, c'est une matrice orthogonale, en fait. Donc, votre matrice P, c'est en vérité une matrice orthogonale. Et donc, en tant que matrice orthogonale, eh bien, son inverse, c'est sa transposée. L'inverse de P, c'est la transposée de P. Donc, voilà. En plus, la matrice est inversible, et alors elle est inversible parce que c'est une matrice de passage, et son inverse, on le calcule très facilement, c'est la transposée de P. Donc, surtout, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans des calculs super compliqués quand on vous demande de calculer l'inverse de P. Dans ce cas-là, l'inverse de P, c'est simplement sa transposée. Alors, d'après les formules de changement de base, eh bien, vous avez que la matrice de F dans la base canonique c'est P multiplié par la matrice de F dans la base B' multiplié par P-1. Mais là, on pourrait écrire P-1, mais en fait, on va écrire transposée de P pour bien montrer que voilà, c'est une matrice orthogonale. Et voilà, il faut faire le calcul. C'est pour ça que je vous ai dit surtout, faites attention, hein, calculez pas, pour calculer P-1, vous allez vous embêter vraiment pour rien, alors qu'en fait c'est simplement la transposée de P. Vu que c'est une matrice orthogonale, l'inverse c'est simplement sa transposée. Et de toute façon, vous allez être obligé de faire les calculs pour vraiment dire ce que c'est la matrice dans la base canonique. Donc voilà, faites attention, retenez ça. Vous obtenez après calcul. Il y a un coefficient entier qui apparaît tout le temps, donc je les mets en facteur devant. Voilà. Et ceci est la matrice dans la base canonique de la rotation d'axe orienté dirigé par U et d'angle pi sur 3. Voilà, on s'arrête là. Merci pour votre attention.